Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Il y aura donc un deuxième acte dans le procès Clearstream. Le parquet a décidé de faire appel de la décision rendue hier. Nous ferons le point sur ces dernières 24 heures, sur ce nouvel épisode judiciaire, mais aussi ce nouvel épisode politique. Ce soir, Dominique de Villepin affirme que l'appel dans cette affaire a été décidé à l'Élysée. La polémique de trop pour Georges Frêche. Martine Aubry a décidé cette fois de lancer contre le président sortant de la région Languedoc-Roussillon une liste menée par le Parti socialiste. Nous verrons quelles sont les réactions sur place où une large majorité de militants socialistes avaient soutenu la candidature de Georges Frêche. Un rappel de véhicules pas comme les autres. Près de 8 millions de voitures à travers le monde de la marque Toyota vont devoir subir un contrôle. En cause notamment un problème de sécurité lié à la pédale d'accélérateur. Notre enquête ce soir est cette question: comment réagir face à la violence des enfants à l'égard de leurs parents? Le phénomène n'est pas rare, vous le verrez, et les familles concernées, souvent désemparées, sont issues de toutes les couches de la société. Le sport, images et résultats, Joe Wilfried Tsonga chute face à un grand Roger Federer. Il était trop fort pour le Français à Melbourne. Le handball et les Bleus, toujours en course pour un triplé historique. Et puis l'Algérie n'ira pas en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'Égypte qui s'est imposée hier. Enfin, à Paris, c'était la semaine des défilés haute couture. En parallèle, pour la première fois, les joailliers ont choisi de présenter leur collection. Le luxe côtoie le luxe du rêve et quelques diamants à la fin de ce journal. Voilà pour les titres de ce vendredi. Merci d'être avec nous. Que faudra-t-il attendre de ce deuxième acte désormais annoncé du procès Clearstream? Selon le procureur de la République, Jean-Claude Marin, qui a donc décidé d'interjeter appel, il y a à ses yeux encore de la place pour faire émerger la vérité. Voilà en tout cas une décision judiciaire largement commentée aujourd'hui, et notamment par Dominique de Villepin, qui voit à nouveau clairement la main du président de la République. Résumé de ces dernières heures avec Valérie Astruc, Régis Maté et Antoine Morel. Il se croyait blanchi hier, mais aujourd'hui c'est la douche froide. Quelle est votre réaction à la Il est 8h30 ce matin, Dominique de Villepin vient d'apprendre qu'il va devoir affronter un deuxième procès. Le procureur Jean-Claude Marin annonce sa décision. J'ai décidé d'interjeter appel de cette décision. Le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ce qu'il a entendu et qu'il reste encore une part de vérité à faire émerger. Tout n'a pas été dit dans cette affaire. Aussitôt, l'ancien Premier ministre contre-attaque. Le parquet, selon lui, aurait agi sur ordre de l'Élysée. Pourquoi rejouer ce procès, si ce n'est parce que peut-être le président de la République se laisse emporter par sa haine personnelle, par sa peur d'un adversaire ou d'un rival politique? Je m'interroge. Même émoi à gauche où l'on s'inquiète pour l'indépendance de la justice. La suspicion qui pèse sur le parquet, parce que le parquet aujourd'hui reçoit ces instructions du pouvoir politique, c'est même revendiqué par le pouvoir politique, et parce que ce parquet n'est pas indépendant dans ses nominations, puisque les magistrats sont nommés par le pouvoir politique, eh bien ça entretient une suspicion qui est absolument inévitable. Pourtant, hier, le président annonçait par voie de communiqué qu'il se retirait de la procédure. Objectif, laisser Dominique de Villepin seul devant la justice. Nicolas Sarkozy veut disparaître du futur procès. Il n'est plus partie civile, ça veut dire qu'il n'a pas d'avocat, pas de conseil qui plaidera pour lui. Ça veut dire que ça n'est plus son affaire. Mais pour Dominique de Villepin, le retrait de Nicolas Sarkozy n'est qu'une forme de double jeu. Nicolas Sarkozy est omniprésent dans la procédure. Il sera présent au procès, omniprésent au procès. Ce soir, Dominique de Villepin accuse Nicolas Sarkozy d'avoir directement téléguidé le procureur. Et l'Élysée annonce ne pas vouloir répondre à ces allégations, qualifiées de mensongères. Alors les questions ne manquent pas, bien sûr, elles sont d'ordre judiciaire et d'ordre politique, comme toujours, depuis le début de cette affaire. Avec nous ce soir, Dominique Verdaillan. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors hier, sur le plateau du journal de 20 h, Dominique de Villepin était assez clair, il espérait qu'il n'y ait pas d'appel. Alors est-ce qu'il faut être surpris de cette décision ? Écoutez, acharnement, obstination, suspicion d'intervention du pouvoir, les interprétations politiques ne manquent pas. Sur un plan judiciaire, on peut simplement se poser la question, Jean-Claude Marin pouvait-il faire autrement? Alors d'abord, c'est un scénario qu'il nous avait annoncé il y a une semaine. Ensuite, quand un procureur est désavoué par un tribunal dans la lecture d'un dossier, ce qui est assez fréquent dans les tribunaux, il y a presque automatiquement appel. Enfin, peut-on dans ce dossier complexe, rejuger 2 des condamnés qui ont fait appel sans le 3e homme, au risque de parler plus tard d'un procès
tronqué. Alors Dominique, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce deuxième rendez-vous ? Eh bien écoutez, ce deuxième rendez-vous début 2011, les 3 principaux prévenus vont se retrouver devant d'autres juges qui vont tout reprendre à zéro. Et pourtant, le procès sera différent. D'abord parce que le résultat peut être différent. Ensuite, la donne va changer. On l'a dit, Nicolas Sarkozy ne sera plus partie civile et la rivalité entre les deux hommes ne sera donc plus palpable à l'audience. Alors, c'est vrai qu'hier, tout le monde semblait vouloir tourner la page. Eh bien, l'ennui, c'est qu'il reste encore une page à écrire. Merci beaucoup Dominique. Affaire à suivre. Les suites maintenant de l'affaire Georges Frêche. Martine Aubry et le Parti Socialiste ont donc cette fois décidé de lancer une liste concurrente à celle du président sortant de la région Languedoc-Roussillon. La polémique née de ses propos contre Laurent Fabius a été en quelque sorte celle de trop. Georges Frêche lui parle de complot contre lui. Une chose est sûre, dans son fief, il jouit toujours d'une forte popularité. Alors comment a-t-on réagi sur place aujourd'hui? Reportage Léo Lamberton et Sylvain Daubat. Elle a passé la journée pendue au téléphone. Hélène Mandroux, maire socialiste de Montpellier, chargée par Martine Aubry de former une liste concurrente à celle de Georges Frêche pour les élections régionales. Exercice très compliqué, les autres partis de gauche ont déjà leurs candidats et la plupart des responsables socialistes locaux ne veulent pas la suivre. Il n'y a pas de mission impossible parce que je vous explique pourquoi. J'ai une armée derrière moi qui est quand même l'armée nationale de mon parti. C'est un article de l'Express qui a mis le feu aux poudres socialistes. Il rapporte des propos de Georges Frêche à l'encontre de Laurent Fabius, lui reprochant d'avoir, je cite, une tronche pas catholique. Exclu du PS il y a 3 ans pour d'autres dérapages verbaux, le président de la région Languedoc-Roussillon affirme avoir employé une formule populaire et se dit victime d'une cabale. Tout ça, c'est une instrumentalisation. Et Mme Aubry cherche à utiliser le Languedoc-Roussillon et ses militants. Et elle prend les Languedociens et les Catalans en otage. Alors qu'elle nous laisse tranquilles, nous nous occuperons d'elle le moment venu. Qu'il scandalise ou qu'il amuse, à Montpellier, Georges Frêche ne laisse personne indifférent. Depuis 33 ans, il a profondément marqué le paysage politique et la ville dont il fut maire jusqu'en 2004. C'est une grande gueule, c'est un potentat, c'est tout ce que vous voulez, mais il a fait beaucoup pour Montpellier. Écoutez, c'est une ville de province morte plutôt auparavant, il a construit beaucoup de choses, il a eu l'esprit d'entreprise. Moi je ne le soutiens pas, je n'admets pas qu'il ait de tels propos pour un homme public comme ça, il devrait se retenir. Fin politique, Georges Frêche a su se créer des soutiens indéfectibles dans toute la gauche. Un réseau d'élus tissé patiemment pendant plus de 30 ans et qui, dans les jours qui viennent, va devoir se compter. Et depuis le début de cette affaire, on n'avait toujours pas entendu Laurent Fabius réagir aux propos de Georges Frêche. Eh bien, voici sa toute première réaction. Il était l'invité de nos confrères de France 3 Normandie. On l'écoute. Je condamne de façon générale les propos à connotation antisémite ou xénophobe, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Donc, chacun se reconnaîtra. Mais ce qui m'a frappé, et je dois dire touché dans cette circonstance, c'est le nombre absolument incroyable de mots de soutien que j'ai reçus, y compris de gens qui ne sont pas de mon bord. Et ça prouve donc que cette affaire et les propos qui ont été tenus ont soulevé une vraie émotion. Voilà pour cette affaire. En bref, justice, sachez que les parents du petit Grégory Villemain ont demandé une nouvelle série d'analyses concernant les vêtements de leur enfant assassiné en 1984. Une demande transmise au procureur général de Dijon. L'enquête sur l'assassinat de Grégory Villemain a été, je vous le rappelle, relancée en octobre dernier après la découverte de traces d'ADN sur les cordelettes qui avaient servi à nouer les poignets et les chevilles de l'enfant. Dans l'actualité, cette étude qui concerne les tarifs des banques en France, sachez que près de 65% d'entre vous ne connaissent pas le montant de leurs factures en la matière. Eh bien, l'association CLCV a une nouvelle fois contrôlé l'évolution des frais en tout genre dans près de 60 services bancaires différents. Et vous allez voir que pour les mêmes prestations, les écarts sont parfois édifiants d'un établissement à l'autre. Yves Ginca, Bernie Merriot. Mieux comprendre la jungle des tarifs bancaires, c'est ce que propose une étude publiée ce matin. De quoi aider les usagers, parfois un peu perdus. Il y a une chose que je suis sûre, c'est qu'ils retirent beaucoup de commissions, de choses comme ça. Non, ce que je ne comprends pas, ce que je trouve de pas normal, c'est toutes ces charges qu'on nous fait payer en supplément, sans savoir pourquoi exactement. Premier constat, les écarts de prix entre les établissements sont considérables. Ils varient du simple au triple. Deuxième constat, et c'est une bonne nouvelle, en 2010, les tarifs bancaires sont en baisse, moins 5,31% par rapport à l'an dernier. Enfin, attention aux formules tout compris, aussi appelées package. Elles sont souvent plus chères que les services à la carte.
Des informations que les auteurs de l'étude ont parfois eu du mal à obtenir. Ces derniers dénoncent même l'opacité des tarifs. De la part des banques, il n'y a pas une volonté de communiquer affreusement sur leurs tarifs. Quand vous allez dans une agence pour demander une plaquette tarifaire, vous ne l'obtenez pas facilement. Alors vous pouvez aller sur Internet, mais il faut aller dans un sous-menu pour arriver à l'obtenir. Des affirmations démenties par la Fédération bancaire française. On ne peut pas dire que c'est opaque ou non transparent. Maintenant, des efforts sur la clarté des termes, oui, on est engagé là-dedans et on le fait avec les associations de consommateurs. Des associations de consommateurs qui renouvellent leurs conseils, ne pas hésiter à quitter sa banque afin de profiter pleinement de la concurrence. En France, les enfants travaillent-ils trop à l'école? Il y a en tout cas quelques paradoxes à relever. D'un côté, nous sommes le pays européen qui leur offre le plus de vacances et en même temps, la concentration d'heures de cours sur 4 jours est jugée trop fatigante par certains. Une question de rythme biologique, c'est en tout cas ce que pense l'Académie de médecine. Explication Antoine Gaveau et Daniel Lévy. Monter les escaliers et s'installer sagement, d'accord, mais faut-il le faire 4 ou 5 jours par semaine? 1 an et demi après la suppression du samedi matin, le débat est relancé. Alors, la semaine de 4 jours, trop fatigante? Pas selon les enfants de cette école ce matin. C'est mieux comme ça parce qu'on a du temps pour être chez nous, lire, rester à se reposer un petit peu. Voici l'organisation de 95% des écoles aujourd'hui. 4 jours de travail et 6 heures de cours par jour. Une charge trop importante pour les enfants, selon un rapport de l'Académie de médecine. Ils braillent à l'école, ils sont fatigués, ils ont une mauvaise appréciation des cours qui leur sont donnés, ils emmagasinent. Ils apprennent moins bien, c'est clair, ça a été montré. Un sentiment d'ailleurs partagé par les parents. Les enfants sont très fatigués, les journées sont lourdes, chargées, beaucoup de devoirs le soir. Néanmoins, ne plus travailler le samedi matin, c'est quand même un confort pour les parents. Un emploi de temps plus allégé, de toute façon, serait mieux pour nos enfants, ça c'est évident. Une solution serait alors de travailler le mercredi pour alléger les autres jours. Mais seuls 5% des écoles ont choisi cette alternative. Autre possibilité, selon ce même rapport, allonger l'année scolaire. Les élèves français travaillent aujourd'hui 144 jours par an. C'est bien moins que les Allemands, les Anglais ou les Italiens. Moins de vacances pour des semaines de travail moins denses. L'Académie de médecine suggère en tout cas au gouvernement d'y réfléchir. L'enquête de ce vendredi sur un phénomène étonnant, marginal, mais réel. Enquête sur le cri d'alarme de centaines de parents battus. Le constat a été fait par un numéro vert. Son nom, Jeune Violence Écoute. Il a ainsi enregistré une augmentation des appels provenant de parents totalement désarmés face aux violences physiques ou psychologiques qu'ils subissent de la part de leur enfant. Alors, que faire? Comment réagir? Reportage Valérie Gaget et Frédéric Bazille. Et pourquoi vous préférez qu'il soit loin de la maison, votre fils? À l'autre bout du fil, une mère désemparée. Il est très violent à la maison, c'est-à-dire? Son fils de 18 ans ne supporte pas qu'elle ait refait sa vie. Alors il bouscule son beau-père, lui donne des coups de pied. Votre mari ne peut plus dire un seul mot face à votre fils, puisque dès qu'il s'exprime, votre fils exprime de la violence, donc soit contre des objets, soit contre son beau-père. Ces violences sont tues, cachées comme des secrets de famille. Dans les appels perce la honte et la culpabilité des parents. Il ne va plus en classe. Vous avez l'impression de l'avoir abandonné au profit de votre mari. Je vous en prie, madame. Au revoir. Au revoir. Souvent, c'est des choses qu'on peut entendre. Je vous appelle vous parce que je sais que c'est anonyme et qu'on ne va pas savoir qu'il se passe des choses comme ça dans ma famille. Et surtout pas que ça se sache, puisque c'est forcément à cause de nous ou à cause de moi en tant que mère. Le numéro vert Jeune Violence Écoute constate depuis 5 ans une augmentation de ce type d'appel. Aucun milieu n'échappe à ces violences qui débutent parfois dès l'âge de 8 ans et culminent à l'adolescence. Toutefois, certains parents semblent plus exposés que d'autres. C'est des familles où on n'aime pas le conflit, où on ne se confronte pas, donc où les enfants ont été peu grondés, pas punis. Et peut-être des familles où on parle parfois trop, plutôt que de dire non maintenant, stop. Sur le forum arrivent des témoignages effrayants. Un garçon de 17 ans a mis un couteau sous la gorge de son père. Une fille de 16 ans poursuit le sien armée d'un couteau de cuisine. Je ne sais plus quoi faire. Un père a les bras couverts d'hématomes mais n'ose pas porter plainte contre sa propre fille.
Pourtant, cela peut être une solution pour stopper l'engrenage. Si par exemple vous sentez que ça peut finir mal, là vous appelez la police qui va intervenir, ne serait-ce que dans l'urgence pour calmer la chose. Et puis je pense qu'aussi même l'arrivée de la police peut l'intimider un peu, lui montrer qu'il y a d'autres tiers qui peuvent intervenir. Selon la loi, frapper ses parents est une circonstance aggravante, passible de 3 à 5 ans de prison. Quand le jeune est mineur, le juge des enfants peut ordonner un suivi psychologique, un placement en internat ou en foyer. Mais passé 18 ans, difficile de forcer un jeune à s'éloigner, à suivre une thérapie. Non, c'est non. Pour éviter que le conflit s'installe à demeure, mieux vaut réagir dès les premières altercations, en comprenant que cette violence est toujours l'expression d'une souffrance. Économie avec cette affaire des plus embarrassantes pour le constructeur japonais Toyota qui doit faire face à une crise sans précédent. Imaginez, environ 8 millions de véhicules vont devoir retourner au garage à travers le monde. La raison de tout cela, un problème de sécurité lié notamment à la pédale d'accélérateur. Explication, Julien Beaumont. Toyota bat le rappel, une opération d'envergure, 1,8 million de véhicules en Europe. Rien qu'en France, 180 000 automobiles pourraient être concernés. Ce sont ces 8 modèles produits entre 2005 et 2010. Si vous êtes concerné, vous devriez recevoir une lettre dans les jours à venir. Une campagne qui fait suite à celle des États-Unis, où 3 millions d'exemplaires sont en cours de modification. En cause, la pédale d'accélérateur. Elle peut se bloquer dans certaines situations. A priori, aucun accident avéré pour le moment. Pourtant, certains conducteurs semblent inquiets. Vous savez, ce n'est pas bien pour la sécurité du conducteur, parce que parfois vous appuyez sur le frein et la voiture accélère toujours. Voilà le sous-traitant qui fabrique la pièce. CTS explique avoir répondu au cahier des charges Toyota. En attendant de trouver une solution, les ventes ont été arrêtées sur certains modèles et la production stoppée. Un coup dur pour le numéro 1 mondial. Pas étonnant, répond ce spécialiste du secteur. Pour lui, c'est la politique de développement du constructeur qui est en cause. Il ne suffit pas de dire je veux être le numéro 1 et je suis prêt à tout pour grandir. Non, pour grandir, il faut aider les sous-traitants pour qu'ils puissent se développer eux aussi. Le constructeur a basé son succès sur la fiabilité de ses modèles. Toyota touché et c'est tout le Japon qui se sent blessé. Si Toyota connaît de mauvais jours, il y a de très fortes probabilités que ce soit la même chose pour tout le pays. Je pense surtout à la bourse. D'autant que les concurrents ont déjà lancé la riposte. GM offre 1 000 $ à tout propriétaire de Toyota qui voudrait changer de marque. Dans l'actualité en bref et en images, la visite aujourd'hui d'Hillary Clinton à Paris, la secrétaire d'État américaine qui aurait pu laisser sa chaussure sur une marche de l'Elysée tel Cendrillon. Plus sérieusement, le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec Nicolas Sarkozy des questions de sécurité européenne, mais aussi de l'Iran, la France et les États-Unis qui souhaitent une résolution ferme du Conseil de sécurité sur la question du nucléaire iranien. À Londres, l'ancien Premier ministre Tony Blair était entendu aujourd'hui par une commission d'enquête. Il devait s'expliquer et tenter de convaincre sur la légitimité de l'intervention britannique en Irak en 2003. Tony Blair qui a affirmé qu'il n'avait aucun regret. La commission devra décider si oui ou non son gouvernement a exagéré les informations dont il disposait sur la menace présumée d'armes de destruction massive entre les mains de Saddam Hussein à l'époque. À l'étranger toujours, le Hamas, le mouvement islamiste palestinien, accuse Israël d'avoir assassiné l'un des fondateurs de sa branche armée. Celui-ci a été tué à Dubaï le 20 janvier dernier, et cela dans des circonstances, vous allez le voir, suspectes. Renaud Bernard. Pour eux, c'est un héros qu'on enterre. Le responsable de la branche armée du Hamas, Mahmoud al-Mabrou. Il a été retrouvé à Dubaï, dans le golfe Persique, la semaine dernière, torturé à l'électricité et étranglé. Selon la police de l'Émirat, ces assassins qui ont disparu étaient porteurs de passeports européens. Mais pour les Palestiniens, aucun doute, c'est l'œuvre des services secrets israéliens, le Mossad. Al-Mabrou, traqué pour l'enlèvement et l'assassinat de ces 2 soldats israéliens à Gaza en 1989. 20 ans après, ses poursuivants l'ont retrouvé. Il ne renonce jamais. Le mois dernier, tentative d'assassinat contre cet autre dirigeant du Hamas à Beyrouth. Sous couvert de lui faire un don, ils lui ont adressé un colis piégé. Il y a 2 ans, ils étaient également parvenus à éliminer ce dirigeant du Hezbollah, Iman Mounier. Ils avaient piégé sa voiture alors qu'il vivait sous la protection des services de sécurité syriens en plein centre de Damas.
Direction Haïti maintenant, où 2 semaines après le séisme, l'urgence est toujours d'apporter les soins les plus efficaces aux blessés les plus lourds. Et c'est désormais au large de Port-au-Prince qu'ils sont transportés à bord d'un navire hôpital de l'armée américaine, The Comfort, qui est capable d'accueillir 1000 blessés. Claude Sampère et Olivier Martinez ont pu suivre une opération héliportée. Regardez. Sur le brancard, une jeune femme. Myrlène, elle a 22 ans. Sa colonne vertébrale est en miettes, son bassin brisé. Les secours français l'embarquent à bord de l'hélicoptère de la sécurité civile. Myrlène, ça va aller, t'inquiète pas. On va aller en hélicoptère sur l'hôpital. D'accord? Jusque-là, Myrlène se trouvait dans un hôpital haïtien, mais personne ne pouvait l'opérer. Gilles et David sont les pilotes de la sécurité civile. Leur mission depuis 17 jours, évacuer les blessés lourds vers la seule structure capable de les soigner, le navire hôpital américain Comfort. À bord de ce grand bateau blanc, 1500 médecins et infirmières, 12 salles d'opération. Première étape, la base avancée des Américains au port. Là, on trie les blessés par ordre de priorité. Devant nous, beaucoup d'enfants, certains sont brûlés à 60%, d'autres amputés des 2 jambes. Et aux côtés de ces enfants, des femmes et des hommes qui sont restés pendant des heures et des jours sous les décombres. Leur vie ne tient parfois qu'un fil. Myrlène est conduite immédiatement à l'intérieur de l'hôpital de campagne. Après un rapide examen, les Américains décident de l'évacuer en urgence. Autour des soldats, on est frappé par la présence en nombre de ces volontaires américains, des civils, médecins et infirmières venus donner un coup de main. J'ai déjà travaillé sur de nombreuses catastrophes, mais je n'ai jamais vu ça. C'est la pire. Toutes les 2 minutes, un hélicoptère se pose pour évacuer les blessés. L'ampleur des moyens est impressionnante. Une seule nation ne suffit pas pour aider le peuple d'Haïti. On doit être plusieurs et si on travaille ensemble, on peut vraiment faire du bon boulot. Devant nous, Myrlène quitte la base, direction le navire hôpital américain. L'unique hélicoptère français, un peu perdu au milieu de cette armada, repart lui aussi pour une nouvelle mission. La France a déployé près de 600 secouristes ici en Haïti. Les Américains, plus de 13 000 hommes. Mais comme nous le disait ce matin un médecin français de la sécurité civile, on est petit, mais on se débrouille pas mal du tout. Et parfois, ce sont les Américains qui envient nos méthodes de travail. Il est 20h21 à suivre dans un instant. Mais où donc passer la grippe A, disparue ou pas? Peut-elle revenir dans quelques semaines ou l'an prochain? Élément de réponse à suivre. Les sports, Joe Wilfried Tsonga n'a pas eu le temps d'apprécier sa demi-finale à Melbourne. 1h28 et une défaite face à Federer, du handball également et puis du football avec la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, les diamants sont-ils toujours éternels? En tout cas, les joailliers, eux, l'espèrent et ils ont présenté à leur façon leur collection luxueuse cette semaine. Mais avant cela, tout d'abord prudence. Avec le retour du froid, du verglas et de la neige sur 11 départements du nord-est du pays. L'alerte orange est maintenue cette nuit de l'Alsace jusqu'en Côte d'Or. Quelques flocons sont déjà tombés, comme vous le voyez, sur la région de Besançon. L'hiver est toujours là, mais en revanche, où est donc passée la grippe A? L'épidémie est terminée. Les centres, eux, fermeront progressivement ce week-end, comme ici, à Paris, dans le 5e arrondissement, où il y avait encore aujourd'hui du monde. Alors, certaines questions demeurent, notamment concernant l'hypothèse d'une deuxième vague ou encore une nouvelle épidémie est-elle possible l'an prochain? Frédéric Monteil et Nathalie Gallet pour les réponses. L'épidémie de grippe A est-elle terminée? Réponse oui. Mais attention, rien n'exclut une reprise dans les mois à venir. La vague épidémique est terminée, c'est-à-dire la diffusion très large et très rapide de l'épidémie dans la population. Néanmoins, le virus circule toujours, c'est-à-dire la maladie, cette grippe, cette nouvelle grippe H1N1 2009, est toujours présente. Alors, faut-il encore se faire vacciner? Réponse oui. Si on veut avoir le maximum de chances de ne pas voir réapparaître une poussée épidémique, la meilleure façon de faire, c'est de protéger la population par la vaccination. Et l'année prochaine, à quoi doit-on s'attendre? C'est la grande question. Les spécialistes ignorent si le virus peut revenir et quand. En tout cas, la vaccination de cet automne devrait rester efficace. Il est possible de dire si jamais il y a une petite mutation sur ce virus-là, H1N1,
Il est très vraisemblable que le vaccin continuera à protéger. C'est une des inquiétudes exprimées par beaucoup de gens. En revanche, vis-à-vis des autres virus de grippe qui circulent, la réponse est plutôt négative. Concrètement, pour la prochaine grippe saisonnière à l'automne 2010, comme d'habitude, il faudra à nouveau se faire vacciner. Pour la grippe H1N1, les retardataires peuvent demander une vaccination auprès de leur généraliste ou dans certains hôpitaux. Le sport est tout d'abord. Joe Wilfried Tsonga est tombé en demi-finale à Melbourne face à un grand Roger Federer. Bilan 3-7 et 1h28 de jeu. Le handball et les Bleus attendent l'Islande demain au championnat d'Europe. Enfin, l'Algérie est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations. La finale, Égypte-Ghana. Manuel Tissier. La marche était trop haute. Joe Wilfried Tsonga a pris une leçon à Melbourne. Une douloureuse leçon. Le Français a subi la loi d'un Federer au sommet. Le numéro 1 mondial a survolé sa 22e demi-finale consécutive en Grand Chelem. Un chemin de croix pour le Français, dépassé par la vitesse et la vista du Suisse. Federer a donné un récital et le Manceau n'a jamais réussi à suivre le rythme. 1h30 de match, 3 manches, une 8e finale d'affilée pour Federer, la frustration pour Tsonga. Moi, il y a un truc qui m'est passé par la tête, je me suis dit, je vais la fracasser la raquette contre le banc là. Puis je me suis dit, non, je vais peut-être pas la fracasser, je vais peut-être la donner à quelqu'un dans le public. Puis je me dis, oh puis merde, et puis ça me fait chier, et puis je la laisse là, ma raquette, et je joue avec. Heureusement pour les tricolores, il y a le handball. Les Bleus ont décroché hier soir leur ticket pour la demi-finale du championnat d'Europe en Autriche. Grâce à leur gardien Thierry Omeyer notamment, ou à Nikola Karabatic retrouvé, la France a battu la Pologne et affrontera l'Islande demain. Déjà champion olympique et du monde, les Bleus sont à 2 matchs d'un triplé inédit. Un carton rouge, puis 2, et un 3e. L'Algérie a fini sa demi-finale face à l'Égypte avec 8 joueurs. En première période, ce tacle d'Alic est sanctionné d'une expulsion sévère et d'un pénalty. 1-0 pour l'Égypte. Les champions d'Afrique en titre vont finalement s'imposer 4-0. Ils disputeront dimanche face au Ghana leur 3e finale d'affilée. On connaissait les défilés haute couture et c'était leur semaine à Paris. Et bien voici en parallèle la première présentation des collections des joailliers. La semaine du luxe est ainsi complète désormais. Estelle Collin et Tristan Lebras. 12 cm de talons aiguilles, 1 million d'euros. Autour du cou signé Chanel. Une touche glamour et une signature. Le parfait cocktail pour clientèle fortunée, avide d'exceptionnel. C'est un secteur exclusivement français, c'est-à-dire que toutes les pièces de haute joaillerie, je parle bien de haute joaillerie, sont faites exclusivement en France, à Paris même. Certains bijoux nécessitent une année de travail, du dessin à la réalisation en 3 dimensions. Plus que la valeur d'une pierre, c'est la création de ces pièces uniques qui fait toute la différence. C'est vraiment le travail de joaillerie, l'appairage des pierres, le travail sur les couleurs, le travail sur les volumes qui est recherché et qui est ce qui séduit nos clients. Derrière ce luxe et ce faste se cachent des artisans aux doigts d'or, comme ici dans l'atelier de Boucheron. 20 colliers d'exception ont été réalisés d'après les spectacles du Cirque du Soleil. 20 colliers, tous déjà vendus. Il y a un vrai appétit pour la grande clientèle internationale qui vient à Paris pour les collections de haute couture. Et c'est tout naturel pour ces personnes-là de s'adresser aussi aux joailliers. D'ailleurs, elles le font. Elles passent chez les joailliers à l'occasion de leur venue à Paris. La haute joaillerie, comme la haute couture, est une magnifique machine à rêve qui génère 33 000 emplois en France et qui fait de Paris la capitale d'un artisanat unique au monde. Direction Nantes maintenant avec l'un des plus célèbres festivals de musique classique de France. Les désormais célèbres Folles Journées ont lieu tout le week-end et au programme cette année, un hommage à Chopin. Romuald Bonan et Fabien Delory nous dévoilent tout cela. Aux Folles Journées de Nantes, il faut d'abord oublier ses a priori. Pas forcément de piano classique pour jouer Chopin. Pourquoi pas l'harmonica? Au même moment, un autre concert, toujours Chopin, le romantique, cette fois les sonorités de l'accordéon. Une vraie découverte.
On s'attend pas du tout à avoir de la musique classique comme ça. C'est génial, quoi. Tout le monde était emballé. J'ai trouvé ça très bien parce que ça montre avec l'accordéon, on peut tout faire. On est complètement transporté ailleurs. On rêve, quoi. C'est bien. On se laisse aller, c'est bien. 80 concerts quotidiens de musique classique et populaire avec des files d'attente dignes des marathons des soldes d'hiver. Je crois que j'arrive à 18 concerts pour le séjour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on est musicien et qu'on aime la musique, je ne crois pas que ce soit un marathon. Peut-être pas un marathon, mais plutôt une course pour les meilleures places. Aller voir un pianiste sans voir le travail technique de ses mains, c'est un manque. Chopin, pianiste virtuose. Il vénérait Bach au point de connaître son œuvre par cœur, mais détestait l'idée de se donner en public. Ça lui aurait fait beaucoup plaisir qu'on l'aime autant, c'est un garçon assez renfermé, mais du moins que sa musique soit comme ça portée vers le plus grand nombre. Qui ne pourrait pas aimer ça? 160 ans après sa mort, l'œuvre flamboyante de Chopin continue de surprendre. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi, c'est le deuxième acte annoncé du procès Clearstream. Le procureur de la République de Paris a donc décidé ce matin de faire appel. Dominique de Villepin accuse clairement l'Élysée d'avoir fait pression sur le parquet. Du côté de l'Élysée, on se refuse ce soir à répondre, je cite, à ce type d'allégation mensongère. Fin de citation. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. À 20h35, un nouvel épisode de votre série Le Tuteur. Rendez-vous demain pour 50 minutes d'information avec dès 13h le journal. Puis votre magazine 13h15 le samedi. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu.